Pendant l'été, comment fais-tu pour t'entraîner? Je te dirais quand même une grosse horaire chargée. Je te dirais 5 fois dans le gymnase, puis 2-3 fois par semaine sur la glace. Fait qu'on essaie de gérer notre temps comme il faut. C'est pas tout le temps évident, mais on essaie de trouver du temps. Je m'entraîne du lundi au vendredi dans le gym, plus au début de l'été. Après ça, là, je viens juste de commencer au mois de juin. On commence plus sur la glace, donc 2 fois semaine sur la glace. Je joue des ligues avec mes chums aussi. Puis, on dit, t'as pas le choix de te garder en forme parce que t'es rendu à 30 ans, les gars de 18, 19, tout le monde est rendu en forme. Donc, faut que tu te gardes en shape. Puis c'est plus ça. Là, dans le gym, on force beaucoup de jambes, renforcer ta force, puis on est prêt pour la saison. Pendant l'été, comment faisais-tu pour te tenir en forme? J'étais un gars qui jouait beaucoup au soccer, puis je courais beaucoup. J'ai toujours adoré courir et je sais que les joueurs de hockey, normalement, n'aiment pas ça. Mais moi, courir presque tous les matins, c'est ce que j'aimais le plus faire. Moi aussi, j'aime ça courir. C'était quel joueur ton préféré quand tu étais petit? Quand j'étais petit, j'en avais 2. J'avais Rick Nash, que j'aimais vraiment beaucoup, puis Ilya Kovalchuk, 2 gros gars qui savaient marquer des buts, patiner vite, frapper fort, des joueurs complets. Fait que c'était vraiment le fun à regarder. Mario Lemieux. Mario Lemieux, parce qu'il y avait une grosse carrure, un peu comme la mienne. Il y avait juste pas mal plus de talent. Dans la Ligue nationale aujourd'hui, Connor McDavid, tout ce qu'il est capable de faire avec la rondelle, avec la vitesse qu'il a, je suis tellement privilégié de pouvoir aller le voir quand je veux et d'aller voir les matchs à Edmonton avec mes jumeaux. C'est exceptionnel à regarder jouer. Aurais-tu aimé ça jouer pour les Canadiens de Montréal? Oui, non et pourquoi? Non, mais tu décides pas où tu vas jouer là, souvent. Fait que certain qu'à Montréal, ça a peut-être été mon club quand j'étais petit. Mais j'ai pas eu la chance, je l'ai signé, mais on sait jamais un jour, mais pour l'instant, je me focus sur être à Calgary. Ouais, ben, c'est une équipe en grandissant que j'ai toujours regardé, fait que ça a toujours été une de mes équipes préférées, mais je suis bien à New York, puis je me suis fait des amis, des bons coéquipiers là-bas, puis c'est une super ville, fait que je te dirais que je suis bien à New York en ce moment. Dernière question, parlez-nous de votre passion là, pour les cartes de hockey. Non, depuis que j'ai 13 ans, je collectionne des cartes de hockey et j'ai un magasin de cartes de hockey à Laval. Et pour moi, c'est une passion depuis que j'ai 13 ans et une passion aussi qui m'a aidé à payer mon stock de hockey quand j'étais plus jeune. Et j'ai jamais arrêté depuis ce temps-là. Puis d'avoir un magasin maintenant, c'est super de pouvoir la partager avec d'autres personnes. Pour toi, ça signifie quoi d'être pêché premier au total? C'était gros, quand tu grandis, tu rêves de te faire repêcher, puis le premier, ça a été un bel accomplissement pour moi, puis j'étais super content. C'est quelque chose que tu rêves un peu, fait que c'était super cool. Est-ce que c'est une grande pression quand tu es repêché premier au total? Oui, il y a de la pression qui vient avec, c'est sûr, mais faut pas trop que tu t'en fasses avec ça, faut pas trop que tu t'en rajoutes, puis ça reste un jeu, puis il faut que tu essaies d'avoir le plus de plaisir possible, puis ça va bien aller après ça. C'est quoi la différence entre la LHJMQ et la NHL? Ben, je pense que c'est juste le niveau de jeu, c'est sûr, ça va plus vite, les gars sont plus gros, sont plus vieux, tu joues contre des hommes, puis c'est juste tellement plus de détails qu'il faut que tu sois bon à essayer de faire un petit peu tout, puis c'est ça, le calibre de jeu est vraiment plus élevé. Comment tu entrevois la saison avec tous les changements qu'il y a eu dans l'équipe? Je te dirais que, regarde, ça va sortir bientôt d'après moi, mais regarde, on verra où est-ce que je m'en vais, mais en ce moment, juste me préparer, puis on verra comment que la saison prochaine va arriver. Quand même, tu joues à Calgary, et c'est quoi la différence de Calgary et la Floride? Ah, j'aime vraiment ça. Je crois que c'est quand même la différence avec côté température. Mais sinon, les fans, il y a plus de fans à Calgary, c'est certain. Il y a beaucoup plus de monde au parti. Puis l'ambiance est vraiment incroyable. En plus, dans une vieille aréna, ça fait comme ça te rappelle les souvenirs quand tu étais plus jeune. Puis vraiment une belle ville et les gens sont vraiment gentils là-bas. Puis j'ai vraiment aimé ma saison. C'est certain que côté sur la glace, ça n'a pas été facile, mais point de vue habiter là-bas, ça a vraiment été un bon ajustement pour moi. L'Aréna Mélenchon à Saint-Jérôme a été démolie. C'est quoi tes souvenirs? Ah, ben c'est sûr. Les souvenirs là-bas, là, ça a été quelque chose. On a joué souvent là-bas, puis ça rappelle les souvenirs rentrer dans l'aréna. C'est quelque chose, ça a été un souvenir d'enfance. J'ai aussi beaucoup joué à l'Aréna Saint-Antoine, qui est rendu Cap Jeunesse, dans le fond. Là. Puis, c'est des souvenirs qu'on a quand on était jeune. Quand tu rentrais là-dedans quand tu étais jeune, tu réalisais pas. Mais là, rentrer plus vieux, là, tu réalises que tu jouais là-bas avec tes chums, tu avais du fun. Puis les années mineures, je trouve que c'est les meilleures années de ta vie. Tu penses pas, tu vas jouer. Tu joues pas
pour l'argent, quelque chose de même, celui c'est amusé, puis c'est ça qui est le fun. Comment tu réagis quand tu as été échangé? Ah, c'est sûr que c'était vraiment un choc là, pour moi d'être échangé. Ça faisait quand même 10 ans que j'étais pour les Panthers. Ça a été quelque chose, ça a été dur à avaler au début, mais après ça, je me suis fait à l'idée que j'allais jouer là-bas, puis ça a été un chapitre de ma vie. C'est de commencer l'autre chapitre, puis de s'amuser encore. Quels sont vos plus beaux souvenirs de passage de la Ligue nationale? Wow! On a commencé en 1980. C'était la meilleure saison de Calgary dans l'histoire de Calgary ou des Flammes d'Atlanta. Ensuite, en 85-86, quand je suis revenu à Calgary, c'était la meilleure saison de Calgary dans l'histoire de Calgary. On a perdu en finale contre Montréal. Jean Perron, Patrick Roy. Après ça, on est allé au Minnesota, puis on a eu 2 bonnes saisons. La 3e saison, il était en finale de Coupe Stanley, mais je me suis retrouvé à Québec. J'ai manqué ça. Mais on avait fait du bon travail. À Québec, peut-être les plus belles années, parce que les joueurs qu'on avait, c'était incroyable. Les Sakic, les Sundin, les Nolan, Adam Foote. Après ça, on est de retour à Calgary, à Anaheim. Je pense que toutes les années étaient belles, mais à Québec, c'était l'opportunité idéale de gagner la Coupe Stanley. Quels sont vos souvenirs d'enfance au hockey à la chute? Wow! On a commencé à jouer pour la compagnie Lowe. On marchait de la maison à la patinoire chez Lowe. Ensuite, on a commencé à travailler chez Lowe, à faire de la crème glacée, des popsicles. On jouait à balle pour la compagnie Lowe. C'est vraiment la famille Lowe qui nous a formés, le caractère irlandais. C'est des beaux souvenirs pendant peut-être de 6 ans jusqu'à 20 ans. Qu'est-ce que ça te fait de savoir que l'aréna de la chute porte votre nom? Ah, c'est spécial. Surtout avec Kevin Lowe qui a gagné 6 Coupes Stanley. Au fond, ça donne des bons souvenirs. Quand un joueur comme Kevin Lowe, qui a joué à la chute, qui était le seul capitaine irlandais dans l'histoire des remparts de Québec, qui gagne 6 Coupes Stanley, puis ton nom, c'est la même patinoire, mais c'est un bonus. Quel joueur des Nordiques avez-vous aimé le plus coacher? Sakic est devenu le plus gros travaillant dans les pratiques, hors glace, dans le gym, dans les matchs. C'était un joueur idéal, un modèle. J'ai pas eu la chance de coacher Forsberg, mais j'ai signé son premier contrat en Suède. Matt Sundin, c'était un très bon joueur. Il avait seulement compté 10 buts en Suède avant d'arriver dans la Ligue nationale. Il a compté 23 sa première année, 33, puis il en a compté 40. Nolan était excessivement. Il aurait pu être Gordie Howe. Adam Foote était très bon. Toute une équipe. Hein. Qu'est-ce que ça te fait de venir jouer ici, là, devant les gens de ta famille et tes amis? C'est sûr, c'est spécial. J'ai grandi ici depuis que je suis tout petit. J'ai regardé l'Armada. Puis là, c'est sûr, ça va être spécial de jouer contre eux avec l'uniforme des Remparts. Ça va être le fun. Ouais. Comment tu trouves ça, là, le niveau de jeu dans le junior majeur? C'est un bon calibre. Ça le calibre avant un peu la Ligue nationale. Donc, c'est des joueurs qui sont présents et qui travaillent fort à chaque jour. Il faut que tu te démarques contre les autres là, pour être le meilleur sur la glace. Comment tu t'es senti quand tu as été repêché par les Remparts? Je me suis senti énorme. C'était un sentiment d'accomplissement parce que depuis que je suis jeune, je travaille pour ça. Puis les Remparts, c'est une grosse organisation. Puis de faire partie d'eux, puis de leur histoire. Puis l'année passée, on a gagné la Coupe. Fait que je suis vraiment honoré d'être repêché par cette équipe-là. C'est quoi les sacrifices que ça demande à un joueur pour se rendre jusque dans la Ligue junior majeure du Québec? Beaucoup de sacrifices. Des fois, c'est se coucher tôt, bien manger, pas trop. Tu peux pas aller tout le temps sur le party, tu peux pas niaiser trop souvent. Tu dois t'entraîner beaucoup et être sérieux dans tes études et aussi sur la glace, partout dans ton mode. C'est un mode de vie, dans le fond. Hein. Toi, tu dirais, là, si tu avais été évalué en tant que joueur, tu dirais c'est quoi ta plus belle qualité en tant que joueur? Je dirais que c'est un joueur qui est très travaillant. Je travaille dans tous les sens de la patinoire, puis j'aime ça avoir la rondelle, puis je dois travailler pour la récupérer. Est-ce qu'il y a des joueurs dans la Ligue nationale qui t'inspirent? J'ai un joueur, Ropins, qui joue à Dallas.
J'aime bien son style de jeu, puis il me représente bien, là, ouais. Ça serait quoi tes rêves, tes ambitions là, dans le hockey? C'est sûr, comme tous les joueurs de hockey, aller dans la Ligue nationale, mais sinon, avoir un contrat européen ou jouer dans une autre ligue professionnelle encore plus haute, là. Cette semaine, à Scolaire Le Monde, on visite le parc Omega. Dites-nous quel loup vous avez ici au parc Omega. Donc, on a plusieurs meutes de loups. Ce sont tous des loups gris, dans le fond. Et on a une sous-espèce de loup gris qui est le loup arctique. Donc, on a 6 meutes différentes. Expliquez-nous l'aménagement que vous avez fait ici pour vous. Donc, dans chaque habitat, c'est vraiment, ils vont vraiment retrouver un peu qu'est-ce qu'il y aurait à l'état sauvage. Donc, il y a quand même une partie de forêt avec de l'ombre, des fois une partie en hauteur. Il va y avoir un lac ou un aménagement avec de l'eau. Puis, dans chaque habitat, il y a quand même une place où ils peuvent s'éloigner du public. Donc, si par exemple, ils veulent être tranquilles, ils veulent être tout seuls, bien, ils peuvent. Donc, c'est vraiment, vraiment important que les loups puissent aller où ce qu'ils veulent, puis être tout seuls s'ils veulent. Puis, ils viennent quand ils viennent voir le monde aussi, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que les loups demandent comme soins alimentaires? Pour les soins de l'alimentation, dans le fond, les loups sont nourris à volonté avec des croquettes, un peu comme des croquettes pour chiens. Par la suite, ils ont quand même des petites collations de viande, tout dépendant des meurtres, mais lors des entraînements ou pendant les présentations. Puis, une fois par semaine, on leur donne de la viande fraîche, donc un morceau de viande avec, il peut y avoir les os, de la peau, pour les occuper. Dans le fond, ils vont gruger les os, ils vont cacher la peau, ils vont tirer dessus, donc ça va vraiment les occuper. Ça garde un petit peu l'instinct aussi sauvage. Pour les soins en tant que tels, bien, ils ont les soins de base qu'on parle, mettons, les vermifuges, les traitements pour les parasites internes, parasites externes. Donc ça, on fait ça à chaque année, là, plusieurs fois pendant l'été, par exemple, qu'on met, par exemple, dans la nourriture. Expliquez-nous le phénomène de la meute et de la hiérarchie chez les loups. Fait que ça, c'est quand même complexe, les loups, là. Dans le fond, c'est pas très simple. Mais une meute de loups, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une famille. Donc, souvent, on a les parents et les jeunes dans la meute. Donc, il y a quand même des dominants, des soumis. On va souvent entendre le mot alpha. C'est des mots qui ont été utilisés dans le temps avec des loups qui ont été observés en captivité dans des petites enclos. Donc, on avait vraiment un couple de dominants, très, très dominants. Maintenant, on se rend compte que finalement, c'est plus nécessairement le cas. C'est pour ça que maintenant, on parle plus de famille. Mais il y a quand même un mâle et une femelle reproducteurs, dans le fond, qui vont s'accoupler, qui vont avoir les petits. Donc, toute la meute, dans le fond, va avoir le rôle de chasser, s'occuper des petits, protéger le territoire. Donc, la meute au complet va faire vraiment toutes les activités, dans le fond, qui tient à la meute, là. Pourriez-vous nous expliquer comment les loups s'organisent pour chasser? Donc la chasse aussi, c'est quand même quelque chose de très important pour les loups. Il y a plusieurs tactiques de chasse. Les loups, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que ça chasse souvent des grosses proies, surtout l'été. Surtout l'hiver, l'été aussi, mais ça peut être des plus petites proies aussi, comme le castor. Mais si on parle, par exemple, d'un orignal, d'un bison, c'est sûr qu'un loup tout seul, il n'y arrivera pas. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire, les loups, c'est qu'ils souvent, ils vont suivre leur proie pendant plusieurs heures, des fois plusieurs jours. Puis, quand elle va être épuisée, par exemple, là, ils vont s'attaquer à eux. Souvent, c'est les plus gros loups. Donc, on parle souvent du mâle reproducteur, un autre gros loup là, qui fait partie de la meute, qui vont l'attaquer. Puis, par la suite, le reste de la meute vont suivre. Mais sinon, il y a aussi d'autres tactiques qui peuvent développer, dans le fond, avec le temps. Donc, ça dépend vraiment de chaque espèce, de où ils sont et tout. Est-ce que les loups peuvent être apprivoisés par les humains? C'est une bonne question. C'est sûr que c'est quand même, un animal sauvage reste un animal sauvage, donc c'est tout le temps déconseillé. Après ça, ben, si on prend le chien, par exemple, lointain, il vient quand même du loup, de plusieurs croisements, loup, coyote, chacal et tout ça. Mais c'est quand même déconseillé, là, ça reste un animal sauvage. Est-ce que les loups peuvent être un danger pour les humains? Donc, à l'état sauvage, le loup a été quand même chassé, a été exterminé pendant plusieurs années. Donc, le loup, il craint l'humain. Donc, des attaques de loup, il n'y en a pas ou très peu répertoriées parce que le loup a peur de l'homme. Donc, c'est vraiment, c'est quand même très, très rare. Des loups en captivité, il faut tout le temps faire un peu plus attention. Ils sont habitués à l'homme, ils sont habitués à nous. Nous, on les garde quand même le plus à l'état sauvage, donc on les manipule pas, on va pas les flatter, on va pas dans les enclos et tout ça. Mais ça reste que, comme il n'y a pas peur de l'homme, il y a toujours un petit
petits côtés qui pourraient être un peu plus dangereux. Mais à l'état sauvage, c'est très rare. Là. Ils nous sentent, ils nous entendent de très loin, puis ils vont s'en aller habituellement. Expliquez-nous ce que vous offrez ici au parc pour mieux observer. Fait que dans le fond, on a quand même plusieurs meutes de loups. Sur le parcours en voiture, on a 3 différentes meutes. Il y en a une au secteur 11 où on fait les présentations. Donc, il y a des présentations midi 2h, 4h où on donne des petites collations. Donc, les loups, ils viennent quand même très, très près. Sinon, le monde a quand même accès pour les voir dans les 2 autres meutes également. On a également maintenant 3 enclos. Dans le fond, un enclos avec des cohabitation, loups et ours, donc avec des chalets. Puis on a 2 autres enclos de loups, dont une de 5 loups, une de 13 loups. Donc le monde, c'est vraiment vitré, les loups viennent quand même assez près, le monde les voit très bien, on les entend aussi hurler, parce que les hurlements, c'est souvent le matin, le soir, même dans la nuit. Donc on peut quand même les entendre hurler également. C'est vraiment une belle expérience, puis on les voit très, très bien. Là. Donnez-nous plus d'informations sur les chevaux Przewalski que vous avez ici au Parc Omega. Donc, les chevaux de Przewalski, dans le fond, c'est qu'on a au Parc Omega. En ce moment, on a 3, donc 3 individus mâles. Ils font partie d'un programme de conservation, dans le fond, avec le SSP, qui est un programme, dans le fond, dans le but de pouvoir éventuellement réintroduire certaines espèces qui sont en danger dans des endroits protégés. Donc, nous, on fait partie de ce programme-là. Donc, c'est pour ça qu'on a les chevaux de Przewalski ici au parc. D'où viennent-ils? Donc, c'est des chevaux qui viennent de Mongolie originairement. Nous, les 3 individus, on est allés les chercher au zoo de Calgary. Pourquoi sont-ils une espèce en voie de disparition? Donc, ces chevaux-là, dans le fond, qui viennent de Mongolie, ont été chassés vraiment beaucoup dans le temps. Ils ont aussi ils ont essayé, dans le fond, des domestiquer également. Puis, ça n'a pas très bien marché. Ça reste une espèce qui est quand même vraiment sauvage. Donc, il a quand même été vraiment exterminé. Il restait à peu près une quinzaine d'individus il y a plusieurs années. Aujourd'hui, dans les institutions zoologiques et les places protégées, on compte à peu près 1500 individus. Qu'est-ce que les chevaux de Przewalski demandent comme ça? Dans le fond, ça reste quand même des chevaux, donc c'est un peu comme un cheval domestique. Donc, on va faire les pieds, on va faire les traitements parasitaires, par exemple, parasites internes, parasites externes, donc un peu des traitements normaux. Mais il n'y a pas nécessairement des gros traitements à faire en tant que tel. Comment avez-vous aménagé l'espace des chevaux ici au parc? Donc, les chevaux, ils habitent dans une prairie. Donc, ils sont en ce moment dans un plus petit enclos. Éventuellement, notre but, c'est de les mettre en cohabitation avec les bisons. Donc, ce sont 2 herbivores, donc il n'y aura aucun problème de cohabiter ensemble. Donc, dans vraiment l'habitat qui va être bisons et chevaux de Przewalski, il y a quand même un lac, il y a des arbres pour qu'ils aillent à l'ombre s'ils veulent se rafraîchir quand il fait chaud, par exemple. Sinon, c'est vraiment des prairies. C'est des animaux qui vont manger de l'herbe, principalement. Expliquez-nous quelles sont les caractéristiques de ces chevaux. Donc, les principales caractéristiques, c'est vraiment des petits chevaux assez trapus, là, qui sont quand même très massifs. Ils ont une grosse tête, ils ont une couleur qui est vraiment spécifique à eux, là, qui est un brun, un brun quand même pâle, spécial. Ils n'ont pas de crinière, donc c'est vraiment une crinière qui est quand même très, très courte. Donc, c'est vraiment des caractéristiques vraiment typiques de la race. Parlez-nous du programme de reproduction et de conservation pour lequel le Parc Omega fait partie. Donc, c'est ça, c'est le programme, c'est le SSP, c'est Species Survival Plan, bon, c'est en anglais, mais c'est vraiment un programme là, de gestion et de conservation pour les espèces animaux en danger. Donc, le but, c'est vraiment de pouvoir faire des populations saines et autosuffisantes, donc des animaux qui vont pouvoir être relâchés dans des endroits protégés, dans des réserves et tout ça, qui vont pouvoir vivre pas nécessairement à l'état sauvage, mais c'est ça, dans des endroits protégés. Fait que ça, c'est vraiment le programme de conservation qu'on fait partie. Donc, en ce moment, on a seulement 3 mâles. Éventuellement, on veut avoir des juments pour peut-être faire la reproduction, mais c'est vraiment tout
dirigé par, dans le fond, le SSP, dans le fond. Donc, c'est vraiment eux qui choisissent exactement les individus pour éviter, la consanguinité, séparer un peu les membres des familles et tout ça. Donc, c'est vraiment tout géré par eux autres.